La question est de comprendre à quel rythme et jusqu'à quel niveau les taux d'intérêt pourraient-ils augmenter pour ne pas menacer la stabilité économique, tout en donnant suffisamment de soutien au gouvernement pour faire face à leurs engagements. Fabio, à votre avis, M. Trump va-t-il libérer la présidente de la Fed, Janet Yellen, de sa position? Et qui sont les candidats éventuels à ce poste? Même si Donald Trump n'est président que depuis quelques mois, il ne cesse pas de surprendre tout le monde. Qu'il s'agisse des licenciements de fonctionnaires de haut niveau ou des déclarations impromptues, ces décisions sont imprévisibles. C'est pour cette raison qu'il est difficile de prédire si Mme Yellen, qui semble soutenir la politique monétaire accommodante malgré ses déclarations sur une approche plus sévère faite à la fin de septembre, sera remplacée et par qui? Cela dit, les marchés prévoient que le président va nommer à ce poste une personne qui soutienne une politique monétaire accommodante et les taux d'intérêt bas. Si nous jetons un coup d'œil au schéma représentant le FOMC, nous allons voir que le FOMC connaît des remaniements considérables. Et ce sont plutôt les partisans d'une approche sévère et d'une approche équilibrée qui sont libérés de leur poste. Par conséquent, les nouveaux membres seront en mesure d'influencer et de dicter une nouvelle approche politique. Ce que tout le monde comprend aujourd'hui, c'est que la Fed est confrontée à un dilemme. Le pays a une croissance économique saine et des conditions financières favorables. Des conditions qui sont plus favorables qu'en décembre 2015, avant 3 hausses des taux d'intérêt, grâce à la hausse des marchés et à la baisse du dollar américain et des taux. Mais, dans ce contexte, l'inflation est toujours loin d'atteindre son objectif de 2%. Par conséquent, à mon avis, la grande question est de comprendre si les banques centrales devraient toujours essayer d'atteindre cet objectif d'inflation lorsque nous observons une amélioration de l'emploi en Europe et presque le plein emploi aux États-Unis et au Japon, ce qui évoque une déflation. Ma réponse est non. Et c'est la raison pourquoi la Réserve fédérale augmente les taux. Je pense que c'est une très bonne décision pour reprendre les forces et fournir au marché une sorte d'amortisseur si quelque chose d'imprévu arrive au moment où les responsables politiques décident de mettre un terme au programme d'assouplissement quantitatif. Maintenant, les marchés prévoient une réduction de leur bilan. Mais il est à noter qu'ils ne prennent en compte presque aucune hausse des taux d'intérêt pour ces 18 prochains mois. En fait, d'ici le premier trimestre de 2019, il n'y a qu'une seule hausse des taux qui soit prise en compte, ce qui est probablement trop optimiste, même si nous pensons que les fondamentaux économiques imposent un nouvel équilibre. Vous semblez préconiser une autre norme économique. Pourriez-vous partager votre point de vue avec nous? Évidemment. Le fait est que depuis 2016, nous bénéficions d'une situation presque idéale. Cela signifie que la croissance économique saine implique une amélioration importante des marges, de revenus et de la croissance du crédit. C'est la recette classique du resserrement de la politique monétaire. Cependant, les banques centrales ne voulaient pas suivre cette voie parce que l'inflation est absente de cette équation. Elles ne veulent pas freiner la croissance et se retrouver à nouveau dans la spirale déflationniste dont le Japon souffre depuis la fin du siècle dernier. Cependant, cette politique monétaire utilisée dans les situations de crise devient de moins en moins efficace. Et par conséquent, les réserves fédérales et la Banque centrale européenne semblent prendre la voie vers la normalisation, tandis que la Banque du Japon s'abstient toujours de le faire. Actuellement, en Europe, M. Draghi est pleinement conscient du fait que la croissance économique dépend plutôt des exportations que d'une demande interne qui est toujours assez faible. Et le renforcement de l'euro pourrait nuire à tout le continent. C'est pour cette raison que la Banque centrale essaie de créer des conditions nécessaires pour une normalisation accommodante, en suggérant des achats d'obligations pour un montant maximum de 40 milliards d'euros par mois pour une période de 9 mois. Et le montant minimum serait de 20 milliards d'euros par mois pour une période de 6 mois.
Et les taux d'intérêt vont-ils augmenter ou baisser? Je pense que le marché est unanime à penser que les taux d'intérêt devraient augmenter et vont augmenter. Cependant, je pense que nous n'allons pas voir les niveaux enregistrés avant la crise financière de 2008. Il y a plusieurs facteurs endogènes. Et un des plus importants d'entre eux est le vieillissement de la population active qui ne peut pas être influencé par les banques centrales ou toute autre autorité. Vous êtes jeune, donc vous allez probablement confirmer que les jeunes gens prennent plus souvent et plus facilement des risques. Ils peuvent lancer une nouvelle entreprise. D'autre part, les besoins des gens plus âgés sont tout à fait différents. Ils ont une autre attitude envers les risques. Ils sont beaucoup plus modérés et ils sont orientés plutôt vers l'épargne que vers les investissements. En plus, si nous jetons un coup d'œil à une autre approche des banques centrales, consistant à établir des taux d'intérêt négatifs, nous allons voir que cette approche a été adoptée pour stimuler l'économie réelle en pénalisant des investissements passifs. En ce qui concerne les résultats de cette politique, nous savons qu'ils sont modestes et je dirais même infructueux. Mais d'autre part, le gouvernement profite de ces conditions financières très favorables dont je vous ai déjà parlé. Par conséquent, pour les grandes banques centrales, la question est de comprendre à quel rythme et jusqu'à quel niveau les taux d'intérêt pourraient-ils augmenter pour ne pas menacer la stabilité économique, tout en donnant suffisamment de soutien au gouvernement pour faire face à leurs engagements. C'est pourquoi je pense que le niveau de la nouvelle norme pour les taux d'intérêt serait beaucoup plus bas par rapport au niveau enregistré auparavant. Ce qui va se traduire par une baisse des revenus et par une baisse des bénéfices pour les investisseurs. Que les investisseurs doivent-ils faire et sur quoi doivent-ils se concentrer pour le moment? J'aimerais bien avoir une boule de cristal pour répondre à ces questions. Mais ce que je peux dire, c'est qu'un investisseur raisonnable devrait diversifier autant que possible ses actifs. Et dans des moments particuliers comme ceux-ci, je pense que les investisseurs ne doivent pas être trop optimistes. Ils doivent être prudents, au cas où quelque chose d'imprévu se produirait lors de cette normalisation monétaire anticipée. Si nous jetons un coup d'œil à l'univers des investissements, nous allons voir que le rendement suffit à peine à compenser le risque que les investisseurs doivent prendre. Par conséquent, s'il s'agit des stratégies de placement dans des titres à revenus fixes, je dirais que nous devons nous concentrer sur les titres plutôt à court terme et les titres négociés au fort volume, tout en privilégiant certains titres subordonnés et certains marchés émergents. S'il s'agit des actifs plus risqués du portefeuille, j'aurais tendance à privilégier les actions européennes et celles des marchés émergents, parce qu'elles offrent une proposition de valeur plus attrayante que celle des actions américaines. Fabio, merci de votre participation. Merci de m'avoir invité, Kayas, c'est un plaisir. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus d'interviews avec Fabio. Au revoir.